Alors, donc bien sûr, je ne voulais pas utiliser nécessairement les variations Goldberg comme trame musicale pour tout le long de la pièce. J'ai donc demandé à Louis Dufort, qui est le compositeur avec qui je travaille depuis 14 ans maintenant, je crois, 13, 14 ans. Je lui ai donné comme mandat de me construire une musique à partir des variations Goldberg. Donc, je lui ai demandé de faire des variations sur les variations. Il se retrouvait lui aussi handicapé d'une certaine façon. Comme les danseurs étaient pris à travailler avec des objets qui leur étaient fixés au corps, Louis Dufort, alors qu'habituellement je lui laisse libre champ, là, était obligé de composer avec comme matériaux de départ les variations Goldberg. Alors, il s'est retrouvé à peu près dans la même situation que les danseurs. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant aussi encore le body remix, parce qu'il y a aussi un remix de la musique, en fait, qui a été fait par Louis Dufort. J'ai demandé aussi à Louis parce que Glenn Gould a donné des entrevues aussi à la radio, des entrevues sur sa façon d'interpréter les variations Goldberg. Et en écoutant sa voix dans les entrevues, j'entendais vraiment sa rythmique, son débit. Et je trouvais que déjà là, dans son débit, on entendait son intelligence, ça nous révèle quelque chose de sa pensée. Et j'ai voulu aussi qu'on danse sur le débit de la voix de Glenn Gould quand il parle des variations Goldberg, de son interprétation des variations Goldberg. Bien sûr, j'ai été attirée par la voix de Glenn Gould parce que lui, quand il jouait les variations Goldberg, on connaît qu'il chantonnait. Il faisait des sons qui sont des sons qui venaient d'une sensation, j'imagine, spontanée. Son son n'était jamais placé à la même place et on entend ça. Et il nous laissait l'entendre. Il n'a pas fait retirer ça des enregistrements. Donc, dans les enregistrements, on entend ces espèces de gémissements jouissifs de l'interprète en train d'être en communion totale avec son instrument, avec Bach, avec la musique, avec l'instant présent, avec la création recréée à chaque instant de l'interprétation. Et puis aussi, pour comme refléter ça, parce que ça, c'est déjà dans Gould, cette idée-là de se permettre de sonoriser les choses, c'est quelque chose aussi avec laquelle on travaille dans la compagnie depuis des années. Donc, quand on danse, vous savez, si vous avez vu les pièces, on fait un geste et... Donc, on se laisse sonoriser la sensation. Ça aide l'interprétation. Alors, pour moi, il me semble que je comprends tout à fait Gould de l'avoir fait. Nous, on sait, comme danseurs, que ça nous aide absolument. Quand le souffle est engagé, l'âme est engagée forcément. Donc, ça nous aide absolument à être dans un instant total. Hein? Tous les éléments de notre être sont au diapason et sont hyper vivants, présents à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai demandé ça à Louis, d'utiliser ces voix-là. Donc, Louis a pris ces voix-là, la voix de Glenn Gould, quand il donne son entrevue, et puis l'a étiré, ratissé à des moments donnés, tordu dans ses ordinateurs pleins de logiciels extraordinaires. Donc, on entend la voix de Glenn Gould s'égrener, puis se rattraper, puis revenir comme ça, ce qui constitue toute la musique du solo pour Carole Préa maintenant dans la partition musicale. Donc, on entend la pensée de Glenn Gould pendant la danse, qui parle de son interprétation. Donc, ça rejoint aussi beaucoup un travail que je fais dans beaucoup de chorégraphies, entre autres dans Étude numéro 1, que vous allez voir peut-être mardi prochain. Pour moi, entendre la pensée de l'interprète, c'est un élément capital, essentiel. Je pense que c'est ça qui nous fait... aimer l'art vivant, c'est qu'on est face à un interprète, on est témoin de sa vie intérieure. C'est comme si on peut percevoir les cheminements de sa pensée, de ses perceptions au moment où il interprète. Puis ça, c'est plus intéressant que la chose même qui est interprétée, selon moi.
de voir les chemins de cet être-là. C'est comme on rentre dans une intimité, dans l'intimité de la création en fait, on rentre dans l'intimité de l'être face à l'existence, le fait d'être au monde. C'est déjà en soi un acte d'être au monde et d'être dans l'action et présenter le cheminement de l'être dans la réalisation de l'action. Ça, c'est ce que je souhaite vraiment donner dans l'art vivant qu'est la danse, ici, entre autres. Ce que je souhaite offrir, en tout cas, c'est que les gens pourraient être témoins, accompagner quelqu'un dans le développement de sa pensée ou dans le développement de ses perceptions ou dans le développement de sa conscience. Puis, en retour, ça nourrit notre propre perception des choses. Ça la nourrit d'une façon vraiment abstraite, incompréhensible, mais réelle, tangible. Ça fait ça. Ça fait qu'on ressort d'un spectacle avec peut-être d'une œuvre d'art, d'une peinture qu'on a vue avec quelque chose, comme si on avait pu avoir une conversation très intime avec l'auteur. Ah oui, donc tout comme Gould a ajouté à sa musique ses propres sons, dans la chorégraphie, on a ajouté toutes sortes de sons qui sont venus se rajouter à la musique de Louis Dufort. Donc ici, par exemple, ça, je l'adore tellement. Je ne peux pas vous le démontrer vraiment parce que ça, c'est notre canne de répétition. Donc, elle est faite comme ça. L'autre canne qui sert au spectacle, le caoutchouc, s'en vient jusqu'ici, puis il y a juste un petit trou dedans comme ça. Imaginez donc que c'est devenu une flûte. Regardez, il y a des trous ici qui servent à ajuster la hauteur de la canne. Ça fait qu'à un moment donné, dans le travail de recherche, tout ça, il y a un danseur qui s'est mis à jouer de la flûte. Ça fait vraiment des sons de flûte. Celle-là, ça ne sonne pas bien, par contre. Ce n'est pas la bonne embouchure. Mais on répète avec celle-là. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est devenu... J'ai dit oui, oui, si on le garde. Puis j'ai trouvé quel moment, où, comment en jouer, comment la tenir, tout ça. Donc ça, c'est devenu une musique ici, avec la canne, qui est devenue une flûte. Il y a, à un moment donné, on avait plein de tiges de métal aussi. Une tige de métal, à un moment donné, qui est portée en phallus. Puis le danseur vient la faire sonner sur un porte-manteau. On avait un porte-manteau en quelque part en coulisses. Le porte-manteau est devenu un élément sur lequel on pouvait non pas accrocher nos manteaux, mais s'accrocher soi-même en se pendant après. Donc, c'était devenu un autre moyen de locomotion. Donc, ce phallus qui vient sonner sur la barre de métal. La pointe aussi. Donc, la pointe, quand on la porte, au moment où on va sur la pointe comme ça, j'ai demandé à un danseur d'avoir un micro et puis de sonoriser ce qu'il pouvait percevoir de cette pointe-là. Oh, oh! Puis dès que la danseuse enlève le pied du sol, le son s'arrête immédiatement. Puis dès que la danseuse remet le pied au sol, le danseur est témoin de ça, comme si ses tripes étaient directement connectées avec le contact de la pointe au sol. Puis oh, 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 aïe! Fini. Puis là, travaillant comme ça a vraiment développé un duo entre cet homme et cette femme. Donc, de ce simple jeu-là, de refléter la sonorisation, de comme exprimer la sonorisation de ce qui se passe là dans les orteils ou ce que ça provoque en nous dans notre ventre, c'est ce mouvement-là de la pointe au sol, du dépôt de tout notre poids sur la pointe. Cette sonorisation-là, c'est devenu un duo. Ah oui! Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'était avec... c'est Lucie qui l'a pris. Alors, j'étais là avec le micro, puis je leur disais, mais oui, le micro, là, utilisez-le. On n'a pas assez joué encore parce que le micro faisait partie des choses qui étaient là. Puis là, en expliquant aux danseurs, en leur disant, ben là, il faut faire quelque chose avec ce micro-là. Je trouvais que les danseurs n'avaient pas fait assez de quoi avec. C'est que je me suis mis dans la bouche, puis j'ai continué de parler. Puis j'ai dit, ben justement, c'est ça qu'il faut faire. Qui veut se le mettre dans la bouche, là, puis me faire quelque chose avec ça? Alors Lucie, tout de suite, donc le micro est dans la bouche. Alors ça a fait des espèces de sons de baleine. Puis ça aussi, ça a tout nous a amené vers quelque chose de fantastique. Alors c'est ça. Donc c'est tout le travail d'avoir ces éléments-là, puis de voir ce qu'on peut faire avec. Puis une fois qu'on a trouvé des petits éléments de base comme ça, on se laisse porter par ça et puis ça débouche sur
autre chose, c'est-à-dire que quelque chose qui est juste kinétique au début, mettons juste, OK, avec le micro dans la bouche, on parle, mais à un moment donné, ça devient autre chose, ça devient l'impossibilité de pouvoir parler, ça devient l'origine même, parce que à ce moment, je lui ai fait chanter à Lucie une des variations, le micro dans la bouche. Donc, c'est comme si, avant même que la variation soit écrite, elle chantonne à l'intérieur de l'auteur, du compositeur. Puis, il y a un autre moment donné où si on a utilisé des bâtons plus courts, comme ça, qui est dans la bouche de la danseuse, des bâtons longs comme ça. Donc, elle a le bâton là, elle se promène en tabouret, siège de bicyclette à 4 roues. Là. Puis, à un moment donné, elle s'enlève elle-même le bâton de la bouche. Wow! Puis, dès qu'elle replace le bâton en bouche, on n'entend plus le son. Donc, c'est comme si le son débouchait de la bouche quand le bouchon est enlevé. Puis, ensuite, le son est retenu à l'intérieur. Donc, toutes sortes de jeux comme ça avec ces éléments-là. Et puis, vu que j'avais intégré les pointes, je me suis intéressée, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tutu? Alors, vous allez voir à un moment donné qu'il y a un danseur qui rentre sur scène et le tutu, il porte sur la tête, il en devient aveugle parce que la culotte vient ici. Et puis là, tout le tutu est ici, ça lui fait une espèce de tête de rocker, je ne sais pas trop. Puis d'ailleurs, avec cette tête-là, il va jouer de la flûte, qui est une canne. Alors, tous les éléments se sont mis à se parler puis à se répondre comme ça. Donc, le tutu. Ah oui, puis on a fait porter aussi aux danseuses des chignons très serrés, à la manière du ballet, pour laisser tout le corps complètement plus nu, mettons. J'ai utilisé beaucoup les bourrées qui traversent. J'ai même fait à un moment donné une allusion à Balanchine, parce que Balanchine aimait beaucoup créer des lignes dans l'espace, plusieurs danseuses alignées comme ça, qui se répondent. Ça. Alors il y a un petit moment, il y a un clin d'œil à Balanchine dans la chorégraphie. Puis, étrangement, pourquoi j'ai aussi utilisé plusieurs éléments qui viennent du domaine religieux. Je me suis demandé pourquoi, mais après ça, j'ai arrêté de me demander pourquoi. Je les ai utilisés quand même. Je travaillais avec Saint-Sébastien, le mythe de Saint-Sébastien. Tu sais, l'homme qui est là avec tous les bâtons comme ça, c'est comme si les flèches lui étaient rentrées dans le corps, c'est ça? Il y a aussi, à la fin, Carole qui s'élève vers le ciel, comme une espèce d'ascension. C'est arrivé là. En tout cas, il y a plein d'affaires. Plus j'y pense, plus je vois... Après ça, oui, à la fin du spectacle aussi, tous les éléments comme ça sont accrochés après des fils du plafond, puis tout. Mais ça m'a fait penser, tu sais, à l'oratoire Saint-Joseph, ceux qui ont laissé leur canne, là. En tout cas,